Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier spécialement réalisé pour cette nouvelle édition du Salon de la Presse au Futur. Contexte sanitaire oblige, le salon est virtuel cette année, mais nous avons quand même tenu à participer pour vous présenter notre nouveau produit Squid dans sa déclinaison pour le domaine de la presse. Alors on va pas se mentir, ça va clairement manquer d'interactivité, mais je vais m'efforcer à travers cette présentation de vous présenter le maximum de choses. L'objectif est surtout pour moi de vous donner envie de nous rencontrer pour en savoir plus, et pour cela je vais ponctuer cette présentation de nombreuses démonstrations du produit. Au-delà d'avoir une tête sympathique, notre Squid est surtout très performant, il est doté d'une grande richesse fonctionnelle en matière de gestion de contenu et est très orienté utilisateur. C'est clairement le fruit de nombreuses années d'expérience dans le domaine de la presse, mais également des retours et des attentes de nos clients. Alors avant d'aller plus loin, je vais quand même me présenter. Donc pour ma part, je m'appelle Denis Leroy, je suis le directeur de l'activité Cross Media Solutions chez 4D Concept. J'ai une expérience de pratiquement 20 ans dans le domaine de la gestion de contenu cross-média, et plus particulièrement dans le secteur de l'édition et de la presse depuis une quinzaine d'années. J'accompagne nos clients en tant que directeur de projet, et je travaille bien évidemment avec une équipe projet et produit pour mener à bien ces projets qui nous sont confiés. Et donc concernant 4D Concept, nous sommes une société française qui existe depuis plus de 30 ans. Nous sommes un éditeur de logiciels spécialisés dans la production, la gestion et la publication de contenu cross-média. Nous faisons partie du groupe Mori qu'on ne présente plus, et on réalise environ 30% de notre chiffre d'affaires avec les secteurs du domaine de l'édition, de la presse et des médias. Qui dit éditeur de logiciels implique d'être en mesure de suivre les besoins du marché. Donc bien évidemment, ça implique de pouvoir définir une roadmap pour l'évolution du produit, l'objectif étant de répondre aux nouveaux challenges de nos clients. Ça veut également dire la publication de nouvelles versions du produit et du support associé. On a mis en place il y a 3 ans environ un club utilisateur qui n'a malheureusement pas pu se tenir en 2020 pour des raisons évidentes. Mais on espère bien pouvoir le reconduire l'expérience prochainement, puisque c'est vraiment un moment privilégié pendant lequel nous réunissons nos clients, et puis on partage avec eux effectivement nos orientations, on recueille leurs besoins, et le tout dans un environnement plutôt sympathique. Donc on a hâte de pouvoir remettre en place ces événements dans l'intérêt de tout le monde. En termes d'offres de services, donc on va intervenir depuis le conseil auprès de nos clients, plutôt en consulting. On est capable de prendre un projet de bout en bout, puisqu'on va également pouvoir assurer des formations, on est data docké. Et on va forcément, dans le cadre d'un projet, intervenir sur des phases de développement, d'accompagnement. On peut aussi intervenir en tant qu'entreprise étendue, puisqu'il nous arrive, pour répondre à certains besoins, également de faire de la production de contenu. On a également à cœur de répondre aux attentes de nos clients en matière de sécurité, en matière de qualité. Et donc par rapport à ça, on a été certifié il y a quelques années maintenant par rapport à l'ISO 9001, et on est en cours de certification pour la partie ISO 27001, pour tout ce qui est problématique relatif à la sécurité du système d'information. On propose nos logiciels en version on-premise ou hébergés sur le cloud, chez OVH notamment, dont les data centers sont hébergés en France, conforme RGPD. Voilà, maintenant que les présentations d'usage sont faites, on va pouvoir passer à la présentation des Squid et aux démonstrations dont je vous ai parlé. Donc comme je le disais au tout début de cette présentation, par rapport à la richesse fonctionnelle des Squid, c'est un outil qui est vraiment très complet. Il va vous permettre de gérer l'intégralité de votre patrimoine éditorial. Il dispose de fonctionnalités comme le suivi de publication ou le module chemin de fer qui va vous permettre de piloter l'intégralité de la production. C'est également un outil qui est hautement paramétrable,
qui va vous permettre, au-delà de votre patrimoine éditorial, de gérer également l'acquisition de sources d'informations extérieures, mais qui va aussi vous autoriser la publication cross-média de ces différents contenus. Comme tout outil qui se respecte, par rapport au pilotage de la production et au travail au quotidien, nous avons doté Squid de tableaux de bord qui vont pouvoir être personnalisés et paramétrés en fonction des profils utilisateurs pour faciliter l'accès à l'information pour l'utilisateur par rapport à son travail du quotidien, en ayant à l'esprit que, en fonction de votre organisation, eh bien, les processus peuvent être potentiellement différents. Et quand je disais tout à l'heure que Esquid est un outil hautement paramétrable, bien évidemment, sur tout ce qui est processus, on a cette capacité à définir, en fonction de votre organisation, un processus adapté et optimisé pour vos besoins de production. Voilà, donc maintenant ce que je vous propose, c'est de vous faire des démonstrations des squids, sachant que chaque démonstration, il y en aura 4, sera précédée d'une présentation des problématiques clients rencontrées, et la démo présentera la réponse des squids par rapport à ces problématiques. Donc pour cette première démonstration, je vais vous présenter comment Esquid permet de gérer les tableaux de bord pour un utilisateur. Donc lorsqu'un utilisateur se connecte à l'application avec son identifiant et son mot de passe, il arrive directement sur une interface avec un premier tableau de bord qui va lui présenter les informations, les contenus les plus importants, les plus pertinents par rapport aux travaux qu'il doit réaliser. Et donc les tableaux de bord, c'est quelque chose que l'utilisateur va pouvoir configurer lui-même. Là, dans le cas présent, j'en ai 2 que je me suis créé, mais les tableaux de bord peuvent aussi être paramétrés par un administrateur en fonction des profils utilisateurs, et ça va permettre comme ça très simplement à un utilisateur, en fonction de son profil, de bénéficier d'un tableau de bord pré-paramétré en fonction de ses besoins, en fonction des travaux qu'il doit réaliser. Dans le cas présent, par rapport à mes 2 tableaux de bord, donc le premier est plutôt orienté suivi de production. J'y retrouve une liste d'articles, la liste des sujets, j'y retrouve des raccourcis pour commander, pour créer un article, accéder au suivi de publication, afficher le chemin de fer. J'y retrouve aussi des informations plutôt orientées statistiques ou des post-it. Voilà, c'est un premier tableau de bord qui a été créé, vraiment orienté plutôt suivi de production, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Le second tableau de bord que j'ai créé, je l'ai voulu plutôt orienter veille et suivi de l'actualité. C'est vraiment un choix de paramétrage que j'ai fait au niveau de l'outil. Chaque utilisateur est libre de créer autant de tableaux de bord qu'il le souhaite, et d'y afficher les widgets également qu'il souhaite en fonction des informations qu'il veut afficher. Donc là, on a un autre exemple de widget, avec par exemple un widget qui permet d'afficher une vue géolocalisée des contenus, d'autres widgets statistiques, ici une console AFP, et là, en bas, plutôt un widget avec une représentation des différents contenus, en fonction d'une recherche sauvegardée, mais avec une visualisation dans le temps des contenus qui ont été produits. La création d'un tableau de bord est quelque chose de très simple, puisque l'utilisateur a simplement à cliquer sur le petit bouton qui est ici, donner un nom à son tableau de bord, le sauvegarder, et ensuite il va aller piocher dans la liste des différents widgets que propose Squid pour y afficher les contenus qui l'intéressent. Typiquement, si je vais rechercher mes articles en tant qu'utilisateur, je vais pouvoir les afficher dans l'interface. Je vais pouvoir décider aussi de redimensionner ou non mon widget. Voilà. Par la même occasion, je vais aller sélectionner une autre recherche sauvegardée pour y afficher par exemple le fil AFP. Voilà. C'est quelque chose qui est très simple, comme vous pouvez le voir, pour un utilisateur, de se configurer ses tableaux de bord, qu'il peut ensuite enregistrer pour pouvoir le retrouver la prochaine fois qu'il se connectera à l'application. Si je reviens maintenant sur mon tableau de bord, plutôt à destination d'un rédacteur en chef, je vais pouvoir consulter les différents articles
qui sont en cours de production, les différents sujets comme je disais tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment tout faire depuis le tableau de bord, dans le sens où les articles qui sont ici, on voit un certain nombre de boutons d'action qui vont permettre d'agir sur les contenus. On voit aussi des informations sur l'état de workflow. Donc, on voit que cet article, par exemple, est à l'état à valider. Si je clique dessus, je vais pouvoir le visualiser. Je vais aussi pouvoir, si je le souhaite, le faire avancer dans son cycle de vie. Mais je vais aussi avoir ici un certain nombre de menus d'action qui vont m'être proposés par rapport au contenu qui est sélectionné dans le widget en question. De la même manière, pour un sujet, si je veux voir l'avancement de la composition, bien j'ai la possibilité d'afficher directement par rapport à un sujet sélectionné le PDF complet ou le PDF par page de ce sujet. Très pratique, c'est que toujours depuis ce tableau de bord, en tant qu'utilisateur, je vais pouvoir très facilement aller créer ou commander un nouvel article. Donc là, en l'occurrence, en tant que rédacteur en chef, en cliquant sur ce bouton, j'arrive sur l'interface qui va soit permettre de créer un article, soit permettre de passer commande d'un nouvel article, en définissant par qui il est commandé, le libellé de ma commande, éventuellement une description, une date de livraison souhaitée, une date de publication, voilà. Sachant que l'écran que vous avez sous les yeux, en fait, j'y reviendrai un petit peu plus tard, c'est un écran qui est là aussi entièrement configurable, paramétrable, depuis Esquid. Donc, mais ça fait l'objet d'une autre démonstration un petit peu plus tard. Si je reviens sur mon tableau de bord, j'ai aussi la possibilité d'accéder à mon chemin de fer. Donc, en cliquant ici, eh bien, le rédacteur en chef bascule, ou l'utilisateur, de manière générale, bascule directement sur le chemin de fer pour voir l'avancement de sa production, de la parution papier. Et de la même manière, en cliquant sur son bouton là, il va plutôt accéder à l'interface de suivi de publication. Donc ça, c'est une interface qui nous a souvent été demandée par nos clients, qui souhaitaient pouvoir visualiser, et ce qui est bien normal, les différents contenus et leur état d'avancement par rapport à la production. Donc là, sur cette interface, on y retrouve des informations sous forme tabulaire, avec les titres des sujets, des articles qui sont produits, les informations de rubricage quand elles ont été renseignées, les intervenants sur les contenus en question, l'état de workflow de ces différents contenus. On a aussi à ce niveau-là la possibilité d'y insérer par paramétrage des actions sur les contenus en question. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette interface-là, on a des capacités de tri. En cliquant ici, on va pouvoir trier dans un sens ou dans l'autre les différents contenus. On va pouvoir filtrer. En utilisant cette interface-là, on filtre cette liste pour ne laisser apparaître que les contenus qui répondent aux critères sélectionnés. On a aussi des informations assez visuelles qui vont permettre de voir par exemple que ce sujet, ou plutôt celui-ci, qui est à l'état à composer, eh bien, est constitué d'un article qui est lui à l'état, on le voit en dessous, à faire, un autre en cours et un dernier qui est à l'état validé. C'est ce qu'on retrouve effectivement ici, puisque à l'intérieur de ce sujet, en fait, on voit qu'on a bien 3 articles qui le composent. Au niveau de cette interface donc de suivi de publication, on peut y suivre à la fois la publication print ou web, et on a également comme fonctionnalité la possibilité d'afficher ou non certaines colonnes. Par exemple, si je décide de retirer cette colonne-là et celle-ci, voilà, je peux comme ça composer un petit peu mon interface comme je le souhaite, mais j'ai également des possibilités d'export au format PDF, au format Excel de cette liste d'articles en cours de production. On va maintenant s'intéresser à la façon dont on peut produire des contenus depuis Esquid. Et donc pour faire ça, je vais me connecter avec un profil plutôt journaliste cette fois, qui arrive sur un tableau de bord qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, et qui va s'intéresser éventuellement à des sources d'informations qui peuvent être affichées sur son tableau de bord, comme ici on a l'AFP, qui va identifier un contenu qui l'intéresse plus particulièrement. Il a la possibilité de cliquer dessus, comme on l'a vu tout à l'heure,
de l'afficher, de le consulter, et s'il le décide, il va avoir la possibilité également eh bien, de cliquer sur le crayon qui est ici pour éditer le contenu et l'afficher directement dans l'écran d'édition. Le principe, c'est que l'article qu'on vient de sélectionner, eh bien, on a été en mesure de récupérer les informations qui étaient à l'intérieur, les informations qui étaient structurées, et de venir faire correspondre ces informations avec les différents champs de saisie qui ont la même valeur sémantique. Et donc c'est comme ça qu'on est capable de remplir automatiquement le titre de l'article, ici le chapeau, ou encore le corps de l'article, mais également en fonction des informations qui sont présentes dans le contenu qu'on vient de récupérer, on a aussi la possibilité d'aller remplir par exemple une série de mots-clés. Le principe repose sur le fait qu'on a les contenus qui sont ingérés par Esquid ont potentiellement été enrichis au préalable, c'est notamment le cas des mots-clés, et ces contenus en fait sont dans la base de données dans un format structuré qui ne correspond pas forcément au format d'édition d'Esquid, mais moyennant l'action de clic sur le crayon, on a été en mesure donc d'aller extraire ces informations et de venir remplir le formulaire automatiquement. Créer du contenu dans Esquid va consister à cliquer sur le raccourci qui est proposé au niveau du tableau de bord. L'utilisateur arrive donc en cliquant dessus directement sur une interface de saisie de type formulaire web, dans lequel il va retrouver les différents champs qu'il va devoir renseigner. Donc on a des champs de différentes natures, hein, puisque ces formulaires sont de toute façon paramétrables, comme j'avais expliqué, et l'utilisateur va pouvoir saisir les différents champs, le contenu des différents champs, des champs de type simple, des champs plus de type HTML, pour lesquels il va pouvoir ajouter des styles ou des caractères spéciaux, par exemple. Il va aussi pouvoir faire un copier-coller Word dans ces différents champs. Mais on a également eu très souvent une demande de nos clients consistant à pouvoir importer un contenu directement depuis un document Word, puisque les auteurs ou les journalistes ou les pigistes ont pour habitude de travailler dans un document, dans Word, et d'où l'idée qui nous est venue de répondre à cette demande de clients et de proposer cette capacité directement dans l'outil, d'aller rechercher sur le poste de l'utilisateur un document Word comme celui-ci par exemple, qui, si je vous le montre, présente eh bien, voilà, des informations qui sont stylées, notamment les niveaux de titre, la partie chapeau, du rubricage, ce genre de choses. Et donc ce document Word, eh bien l'utilisateur, si il le sélectionne et qu'il l'importe dans Esquid, il a la possibilité éventuellement d'ajouter des métadonnées supplémentaires à son document, des métadonnées qui sont bien évidemment paramétrables, et quand il envoie son document dans le système, et bien automatiquement Esquid va aller faire correspondre chacun des styles identifiés dans le document Word avec les champs, les formulaires de saisie qui correspondent au contenu en question. Et donc de cette manière-là, on est donc capable d'aller récupérer bien tout l'enrichissement qui a été fait dans Word à base de style pour récupérer les niveaux de titres, récupérer des tableaux par exemple, des informations de type italique ou gras, voilà. Et donc, puisqu'on est sur cet écran, ça permet de vous présenter également la partie, le fait qu'on est interfacé avec l'outil Prolexis, et donc directement dans cet écran, l'utilisateur va aussi avoir la possibilité de lancer le formulaire pour contrôler l'orthographe, la grammaire et la syntaxe de ces contenus, à travers cette interface qui est proposée par l'outil Prolexis, qu'on intègre directement dans l'outil. Intéresse maintenant à la suite de ce formulaire, on va y retrouver la possibilité d'y associer des médias, donc des images depuis la photothèque ou depuis mon ordinateur. D'ailleurs au passage on voit que le document qui m'a servi à créer l'article tout à l'heure a été lié et associé à l'article, qui sera donc sauvegardé également dans la base. Par rapport aux images, j'ai la possibilité donc depuis mon poste d'aller
par simple drag and drop, récupérer un contenu et le glisser, déposer dans l'outil. Je peux éventuellement ajouter également des métadonnées de saisie pour retrouver plus facilement cette photo, et je vais pouvoir l'envoyer directement dans Esquid. Donc l'image est importée dans la base, toutes ces métadonnées, toute l'information qu'elle possède va être indexée, et elle va également être liée à Esquid directement au niveau de l'article. Si maintenant je décide d'ajouter une autre image qui se trouve dans ma photothèque, j'ai la possibilité d'aller la sélectionner, éventuellement la rechercher, puisque toutes les métadonnées indexées vont être recherchables. Et si je sélectionne par exemple cette photo-là, elle va également se retrouver être associée à mon article. Au niveau des images, on a la possibilité, avec un certain nombre de menus, d'identifier des informations propres à l'image. Et notamment, on va pouvoir travailler avec cette interface de cropping, pour laquelle on a paramétré des formats, ces choses qui sont facilement paramétrables par un administrateur de l'outil. Voilà, on va pouvoir donc définir de cadrage d'images en fonction de format type, mais on va aussi pouvoir associer des informations relatives à l'image dans le contexte de l'article, en choisissant par exemple la possibilité de mettre une légende ici, ou un titre particulier pour son image. Voilà. Une image qui est associée à l'article va aussi pouvoir être positionnée précisément dans le corps du texte, en utilisant ce petit bouton-là par exemple, et puis je vais décider que l'image doit être affichée, eh bien, par exemple à ce niveau-là. Donc je vais pouvoir l'insérer, et mon image va être insérée directement à l'endroit que je veux dans mon article. Et donc par rapport à cet écran de saisie, il me reste une dernière fonctionnalité à vous présenter par rapport à ce paramétrage qui a été fait pour l'environnement de démo. C'est la partie qui concerne l'indexation des contenus. Donc, comme on peut le voir sur l'écran, dans cette partie-là, on a juste positionné deux exemples de composants qu'on propose avec Esquid. Le premier ici, il est possible d'ajouter des mots-clés, tout simplement. On voit d'ailleurs au passage que l'import Word a créé automatiquement un premier mot-clé, mais l'utilisateur a la possibilité d'en rajouter d'autres s'il le souhaite. Voilà. Et il va aussi pouvoir utiliser soit des listes multiples ou des listes simples, mais également un composant de type thésaurus qu'on est capable d'importer dans Esquid et d'exploiter ensuite pour indexer les contenus qui sont créés. Si on prend par exemple dans cette liste, on va pouvoir donc naviguer dans une arborescence pour venir sélectionner le terme pour lequel on veut indexer l'article, mais on a aussi la possibilité, avec une interface de recherche, d'aller automatiquement retrouver un contenu pour indexer l'article sur le terme souhaité. Voilà. Une fois que le journaliste est satisfait du travail qu'il a fait, ou s'il doit le sauvegarder, eh bien, il va tout simplement cliquer ici, et il va pouvoir retrouver son article au niveau de son tableau de bord, bien évidemment, article qui va suivre son cycle de vie jusqu'à sa diffusion. Donc, si je clique sur l'article, on retrouve effectivement mon article avec tout ce que j'ai pu saisir à l'intérieur. Donc pour cette nouvelle démonstration, on va maintenant s'intéresser à tout ce qui concerne la publication cross-média des contenus qui sont créés et gérés dans Esquid. Donc pour commencer, je vais me connecter en tant que maquettiste cette fois. Donc le maquettiste, quand il se connecte à Esquid, va aussi disposer de son tableau de bord pour voir les différents sujets sur lesquels il doit intervenir. Et donc un sujet dans Esquid, c'est tout simplement un contenu qui va disposer d'un titre, éventuellement d'une description, et c'est un contenu auquel on va associer un fichier InDesign qu'on appelle gabarit,
et auquel on va également associer les différents articles qui vont devoir être intégrés dans le fichier InDesign concerné. Donc en tant que maquettiste, à partir d'un sujet, je vais pouvoir directement depuis InDesign aller ouvrir, sélectionner le sujet qui m'intéresse. Donc là, on dispose pour ça d'un plugin. Ce plugin permet d'aller rechercher des gabarits, d'aller rechercher des contenus qui vont être nécessaires au travail de composition. Donc là, typiquement, des articles et donc des sujets. Donc quand on sélectionne un sujet, éventuellement, on peut préciser la publication à laquelle appartient ce sujet. Quand je lance une recherche, le plugin interroge Squid qui va lui retourner les différents sujets sur lesquels il faut intervenir. On voit ici une information comme quoi un sujet est verrouillé par un utilisateur. On retrouve ici les titres des sujets, on retrouve leur état d'avancement par rapport au workflow et un certain nombre de boutons d'action qui vont permettre d'interagir avec le sujet. Quand le maquettiste clique ici sur ce bouton, eh bien, le système va aller récupérer le sujet, récupérer le gabarit qui est lié, va ouvrir le fichier dans InDesign et ensuite va récupérer les différents articles pour les injecter automatiquement dans le gabarit InDesign. Voilà. Une fois qu'il a fait ça, le système a changé le plugin a changé d'onglet et va présenter au maquettiste le contenu du sujet avec ces différents articles, puisqu'on retrouve sur cette interface les informations de type que ce sujet comporte un premier article, un deuxième article, et éventuellement que dans ces différents articles, on y retrouve des images. Ça lui permet d'avoir une vision d'ensemble de ce qui compose, de ce que contient finalement sa composition. Donc si je réduis ça, on voit que les 4 articles que j'avais sélectionnés pour le sujet ont été injectés automatiquement dans le gabarit. Donc là, à ce niveau-là, très clairement, le maquettiste est complètement libre de faire ce qu'il veut. Hein. On est dans InDesign, donc il fait tout ce qu'il a besoin de faire dans InDesign. Donc déplacer des blocs, ajouter des contenus, mettre à jour les articles. Il est complètement libre de faire ce qu'il souhaite. Et donc, quand on va donc revenir sur cette composition, on va pouvoir éventuellement rafraîchir les contenus. Par exemple, si un article a évolué en termes de contenu, il va pouvoir rafraîchir ce contenu directement dans la maquette. Il va aussi pouvoir sauvegarder les différents contenus en fonction de modifications qu'il ferait au niveau de sa maquette. Il va pouvoir sauvegarder le résultat au niveau de la base, puisque c'est un système qui se veut bidirectionnel, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller récupérer un sujet et ses articles, de les composer automatiquement dans le gabarit InDesign, mais inversement, toutes les modifications qui sont faites dans InDesign vont pouvoir remonter également dans la base de données pour être sauvegardées. Par exemple, si je décide ici de changer le titre ou de faire des ajustements de texte dans mon fichier InDesign, voilà par exemple, je vais pouvoir, depuis mon onglet composition, demander à ce que l'article en question soit sauvegardé dans Squid. Donc là, le système récupère l'article en question et va pouvoir le sauvegarder dans la base. On peut faire ça article par article, mais évidemment, quand on va sauvegarder le sujet, toutes les modifications qui auront été faites sur n'importe quel article de la composition vont pouvoir être envoyées directement, retournées dans la base de données pour y être sauvegardées. Si on regarde maintenant ici mon document de tout à l'heure, on voit que on avait cet article-là. Si je rafraîchis la page, on va pouvoir réafficher ce sujet et on va voir que voilà, le titre a été changé au niveau de mon article. De la même manière, si je vais voir dans l'interface de recherche et que je vais rechercher mon article directement, on va voir que l'article ici a bien été modifié par l'action que vient d'effectuer le maquettiste. Donc ça, ce sont des choses qui se paramètrent au niveau de l'outil. Hein. Ce sont des comportements qu'on va définir, savoir s'ils sont activés ou non en fonction de votre organisation et du processus de production.
Donc si on s'intéresse maintenant à la partie chemin de fer, que je vais afficher, donc dispose d'une interface qui va permettre par exemple, créer un sujet. Les sujets peuvent être créés dans Esquid, mais peuvent aussi l'être directement depuis le chemin de fer. Voilà, je donne une description, je choisis un gabarit, et comme ça, je vais pouvoir créer le sujet automatiquement. Donc, le sujet, de fait, maintenant existe et va pouvoir être utilisé. J'ai aussi la possibilité de gérer tout ce qui est cahier au niveau de l'outil. Je vais pouvoir réserver une plage pour une rubrique, tout simplement. En lui mettant une couleur. Voilà. Et sur cet écran, ce qu'on va voir, c'est que on va aussi pouvoir évidemment déplacer les éléments, hein, bien entendu. Et donc, au niveau de cette interface, ce qu'on retrouve sur la partie gauche, ce sont les sujets qui n'ont pas encore été placés dans la page. Donc si ici j'ai la possibilité de rafraîchir le contenu de cette liste pour disposer des informations les plus à jour, même si ça se fait de toute façon automatiquement sur une certaine période de temps. Et donc le sujet que j'avais tout à l'heure, où Quête des concepts présentait Squid News au Salon de la Presse au Futur, pour le placer finalement dans mes pages, mais je vais juste avoir à le glisser-déposer comme ça. Pour l'instant, il n'affiche pas la vignette, puisque le travail du maquettiste n'est pas encore terminé. Et donc on va revenir sur l'interface du maquettiste donc dans InDesign, pour pouvoir finaliser le travail de composition. Donc au niveau de cette interface, je vais pouvoir ici cliquer sur le bouton qui est là pour enregistrer le travail qui a été réalisé. Donc ici, il me demande de choisir un état de workflow pour assurer la transition, et quand je vais cliquer sur continuer, en fonction de l'état de workflow, le système va faire un ensemble de choses, et notamment en fonction du paramétrage qui a été préparé, il va pouvoir envoyer le PDF qui correspond, également le PDF à l'article, et tous ces éléments-là, y compris les modifications de texte qui ont été faites, ou d'images qui ont été faites dans la composition InDesign, vont remonter dans Esquid et vont être visibles de fait du chemin de fer. Voilà, donc si je reviens maintenant sur mon chemin de fer, voilà, et que je rafraîchis au niveau de l'interface, eh bien, je vois apparaître mes vignettes qui correspondent au sujet que je viens pas de terminer, mais que je viens en tout cas de sauvegarder dans la base. En bas, on retrouve une information sur voilà, l'état d'avancement du sujet en question. Et toujours à ce niveau-là, donc on a toujours la possibilité ensuite d'aller déplacer évidemment le sujet dans le chemin de fer. Si je reviens maintenant sur l'interface utilisateur, et que je vais consulter mon sujet, j'aurais pu le faire depuis mon tableau de bord d'ailleurs. Donc ici, je retrouve mon sujet. Et au niveau de ce sujet, eh bien, je vais retrouver à ce niveau-là le PDF complet de mon article. Voilà. Mais je vais également pouvoir retrouver les différents sujets, évidemment, les différents articles qui ont potentiellement été modifiés. Voilà. J'ai également la possibilité de voir les différents PDF de ce sujet. Voilà, je peux naviguer comme ça dans mes différentes pages de mon sujet. Au passage, sur cette interface, on y retrouve le sujet que j'ai créé directement depuis mon chemin de fer tout à l'heure. Et d'ailleurs, j'en profite parce que je suis passé un petit peu vite sur le chemin de fer, mais on a la possibilité de gérer évidemment les publicités en tant que contenu dans Esquid, mais on est aussi capable de les manipuler dans le chemin de fer, de créer des petites surfaces, et aussi de s'interfacer avec un système publicitaire tel que Adresa ou autre, grâce aux différents systèmes d'API que nous proposons. Si on s'intéresse maintenant aux différents articles qui ont été
publiés pour le print, ces articles auraient très bien pu être publiés pour le web avant d'alimenter l'application papier, ou inversement, attendre que l'application papier soit terminée pour ensuite alimenter le web. Et donc si je vais chercher mes différents articles, on retrouve au niveau de cette interface de recherche les différents articles qui ont été produits. Et si on s'intéresse au site internet, ici par exemple qui est Drupal, cet environnement ce site internet de test en fait, de démo, il contient certains articles, et directement depuis Esquid, en fonction de critères et de tout ça étant paramétrable, d'état de workflow ou autre, on va pouvoir eh bien, choisir d'aller publier des contenus sur un site internet. Donc on a un connecteur pour ça, des actions qui sont paramétrables et qui vont pouvoir s'interfacer avec WordPress ou Drupal ou d'autres CMS web du marché, puisque par échange d'API, on a cette possibilité d'alimenter directement les CMS en question. Et donc, si je décide par exemple de publier cet article-là, en cliquant tout simplement sur le bouton, on voit que l'action a réussi, et que si je décide aussi de publier cet article-ci, je vais pouvoir le faire. Donc là, j'ai pas mis de contrôle particulier en fonction d'un état de workflow ou autre. Pour la démonstration, je suis en mesure de publier n'importe quel article, même si celui-ci est à l'état à valider. Et donc si on regarde un petit peu côté site internet, et que je rafraîchis la page, et bien voilà, on voit que mon article a bien été publié, enfin mes deux articles ont bien été publiés directement sur mon site internet. Donc pour cette dernière présentation, je vais vous présenter les capacités de paramétrage d'Esquid en tant qu'administrateur. Vous allez voir qu'Esquid est non seulement un outil puissant pour la gestion de contenu, mais qu'il reste flexible et surtout évolutif. C'était vraiment un leitmotiv lors de la conception d'Esquid, puisque notre volonté était clairement que nos clients soient autonomes, s'ils le souhaitent évidemment, pour ajuster le paramétrage de leur outil de travail, de leur processus de production, et qu'ils soient capables de prendre en compte des nouvelles contraintes, comme de gérer de nouvelles publications, des nouveaux contenus le plus facilement possible. Le gros avantage est qu'avec Esquid, les modifications sont prises en compte à chaud, sans devoir passer par une étape de livraison d'un développement ou de déploiement sur des serveurs. Avec un profil plutôt administrateur, quand je me connecte à l'application, je vais pouvoir cliquer sur cette roue crantée qui va me permettre d'arriver directement sur l'interface d'administration avec ce menu qui va nous permettre, quand on va le déplier, d'accéder à toutes les possibilités de paramétrage proposées par Esquid. Une des premières possibilités, c'est par exemple le fait de pouvoir définir des sources de contenu qui vont être ingérées par Esquid. C'est ici qu'on retrouve par exemple le fait d'absorber les contenus de l'AFP. On peut également récupérer des contenus de type flux RSS ou des contenus en provenance d'un partenaire, puisque quand on définit une source dans l'outil, on a la possibilité ensuite de définir un certain nombre de connecteurs, Dailymotion, FTP, RSS, Twitter, YouTube. Donc ces connecteurs vont permettre de définir, quand on sélectionne le connecteur en question via une interface de paramétrage, comment on va récupérer le contenu. On va aussi pouvoir ajouter éventuellement un module de type enrichissement de contenu ou transformation. Typiquement ici, si on va appliquer une transformation à l'import, ce qui est absolument pas obligatoire, puisque Esquid va être capable d'absorber les contenus tels qu'ils sont, sans transformation, sans préparation du modèle de données quel qu'il soit. C'est également une de ses forces. Mais donc si on le souhaite, on peut quand même appliquer une transformation XSLT par exemple, ou passer par des connecteurs, des API pour enrichir les contenus.
Voilà. Par API, typiquement, nous avons récemment réalisé pour un client une intégration avec l'API de ContentSide pour enrichir automatiquement les contenus de la base avec des informations donc sur tout ce qui est entité nommée, personnalité, lieu, organisation. Donc tous ces éléments-là sont automatiquement enrichis par cette API, et quand le contenu est sauvegardé dans la base, il va bénéficier automatiquement de ces informations complémentaires, de ces métadonnées, et vont pouvoir être utilisées ensuite par les utilisateurs en recherche, en tant que facette, voilà, ou simplement être affiché à l'utilisateur dans l'interface de recherche des Squid. Que je ne pourrais pas vous présenter aujourd'hui parce que le temps va nous manquer, mais effectivement, on a une grande capacité de recherche dans Esquid également, de recherche par facette, de recherche full texte, de recherche suggérée sur des métadonnées, avec des capacités de tri, de filtre. Donc c'est extrêmement riche également de ce point de vue-là. Mais bon, je ne peux pas tout vous présenter, donc je me focalise principalement là maintenant sur la partie administration. Et donc on va regarder un petit peu tout ce qui se passe dans les autres, dans un certain nombre de menus. Si on regarde par exemple la partie collection, et si je retrouve ma collection articles, on voit ici un certain nombre d'onglets. Donc on va pouvoir définir beaucoup de choses. Les onglets qui vont être prévisualisables dans l'interface de recherche. On va pouvoir définir aussi la façon dont les listes de résultats vont s'afficher. On va pouvoir définir les écrans d'édition. Donc si je vous montre ici les masques de saisie dont je vous avais parlé tout à l'heure, on va pouvoir définir des masques de saisie différents en fonction des profils utilisateurs. Et on va aussi pouvoir designer l'interface un petit peu comme on souhaite. Puisque au niveau de ce composant, on va avoir la possibilité d'ajouter des composants de saisie, des composants d'édition. On va avoir la possibilité de modifier un libellé, par exemple, dans un formulaire de saisie. Voilà, si je modifie ça, par exemple, et que je souhaite, par exemple, déplacer un élément simplement par drag and drop, je vais pouvoir le faire. On avait vu tout à l'heure que l'interface qui permet d'importer un document Word se trouvait un peu plus bas dans le formulaire de saisie. Alors que je vais peut-être vous montrer d'ailleurs, ça va être plus parlant. Voilà. Donc si j'édite un article, on voit ici, on retrouve la description de ma commande avec le confier A qui est situé à droite. On retrouve l'IBD de la commande. Et si je reviens sur mon paramétrage sur lequel j'ai prévu de remplacer l'IBD de la commande par libellé et de déplacer le confier A ici, si je souhaite également remonter l'ajout des documents, l'import des documents Word un petit peu plus haut dans mon interface, je vais pouvoir comme ça déplacer le bloc carrément. Voilà, et quand je vais sauvegarder ce formulaire, si je reviens sur le formulaire d'édition et que je rafraîchis la page, eh bien on va voir que les éléments que je viens de modifier ont été pris en compte à chaud directement. Le libellé a été changé, le confier A s'est trouvé être déplacé, et la partie ajout pour importer un document Word se retrouve également un petit peu plus haut dans mon formulaire. L'ajout de nouveaux champs, de nouveaux types de contenus, listes, type de champ date, voilà, est tout aussi simple à partir du moment où on a été formé à l'administration des Squid. Si je reviens maintenant dans mon interface d'administration, voilà, donc on a la possibilité de gérer les tableaux de bord. On avait vu que les tableaux de bord pouvaient être partagés. Donc là, un administrateur va pouvoir voir les différents tableaux de bord des utilisateurs, et si un tableau de bord doit être partagé, bien, il va pouvoir éditer le tableau de bord en question, voilà, et définir avec qui il doit partager le tableau de bord qu'il vient de sélectionner. Au niveau des référentiels, là également, on a la possibilité de gérer des référentiels dans Esquid de différentes natures. Donc on a des listes, des référentiels
on va dire, de type plutôt simple, comme des listes de valeurs, mais on va aussi pouvoir gérer des référentiels plus complexes dans l'outil. Si j'en choisis un de circonstance, Thésaurus sur la Covid-19, voilà, si j'édite ce référentiel, on voit ici on retrouve notre thésaurus. On a la possibilité d'ajouter des nœuds, d'en retirer, donc vraiment d'administrer complètement ce référentiel à travers cette interface. On peut aussi déplacer des éléments dans l'arborescence. Ces référentiels peuvent être importés directement depuis une source extérieure. On a la possibilité, comme j'ai dit tout à l'heure, de gérer des listes simples, des listes multiples, bref, pas mal de capacités en termes d'administration, donc des référentiels au niveau de l'outil. Si je reviens un tout petit peu plus haut, parce que c'est un élément qu'on a passé assez rapidement, au niveau de la gestion du flux de travail, on a la possibilité de définir donc des workflows, et donc pour ça, bien, on a la capacité voilà, ici on a les flux de travail qui ont été définis. Si je prends par exemple mon workflow article, il se présente comme ça, avec une partie où on définit simplement des étapes qui vont correspondre à certains états de workflow. Et ensuite on va définir des transitions entre ces étapes, transitions pendant lesquelles on va pouvoir imposer par exemple un commentaire de la part de l'utilisateur. On va également pouvoir définir comme ça un certain nombre d'actions pendant un workflow, puisque un workflow ici propose la possibilité d'ajouter des contraintes sur les transitions de workflow. On va pouvoir appliquer un certain nombre de critères de validation. On va pouvoir déclencher des fonctions qui vont automatiquement faire un certain nombre de choses au niveau des contenus quand une transition entre états va se faire. Donc avant de terminer cette présentation des capacités de paramétrage d'Esquid, je voulais quand même vous montrer la partie qui concerne les actions sur les contenus, puisqu'effectivement on va pouvoir créer un certain nombre d'actions sur les contenus en arrivant sur cette interface qui va présenter ici les différentes actions possibles, sachant qu'on peut en créer d'autres évidemment. Simplement pour revenir sur la publication vers le CMS Drupal par exemple, une action se compose d'un nom, éventuellement d'un picto, d'une couleur, et puis la possibilité de faire des transformations ou de l'enrichissement des contenus à l'export, et pour ensuite définir une destination de ce contenu. Là, en l'occurrence, sur cette action de publication vers Drupal, c'est notre connecteur CMS qui est utilisé, et c'est un connecteur qui va aussi pouvoir se paramétrer, dans lequel on va pouvoir définir, en fonction des éléments et des balises qui sont stockées dans Esquid, on va pouvoir définir leur projection dans les différents champs attendus par la base Drupal. Voilà. Simplement en cliquant ici, on a la possibilité de faire évoluer ce paramétrage en allant chercher une métadonnée, en ajoutant du texte ou simplement une balise pour sélectionner la partie du contenu qui nous intéresse pour aller l'injecter automatiquement dans le bon champ de la base de données du CMS Web. Donc voilà, je m'arrêterai là par rapport à cette présentation du paramétrage d'Esquid, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais le temps malheureusement ne le permet pas. Voilà, cette dernière démonstration conclut l'aperçu des quelques fonctionnalités d'Esquid que nous voulions vous présenter aujourd'hui. Il est évident qu'il n'est pas possible de couvrir l'exhaustivité du périmètre fonctionnel du produit en une trentaine de minutes seulement. J'espère que cette présentation vous aura intéressé et qu'elle aura suscité de l'intérêt chez vous. Pour ma part, j'ai été ravi de pouvoir enfin vous présenter Esquid, même si cela se fait dans des conditions un peu particulières. Mais bon, à n'en pas douter, quand je vois les retours de nos clients ou prospects à qui nous avons déjà présenté Esquid, l'intérêt est réel et nous espérons pouvoir vous en convaincre également très prochainement. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter, à venir discuter avec nous et nous répondrons avec grand plaisir à toutes vos questions. Voilà, eh bien merci de votre attention et à très bientôt.
La presse au futur, 100% digital. Une production Dot Events et Broadcast Associés.